Bien, bonjour à tous. Je vous propose que nous démarrions cette matinée qui va être riche en débats, en échanges et en présentation de nos travaux. Euh, Nous avons la chance cette année et ce semestre d'être accueillis à la région Grand Est et on les remercie pour nous avoir si chaleureusement proposé cette belle salle bien dimensionné pour le nombre que nous sommes. Et nous accueillons et, Caroline Zorn, vice-présidente enseignement supérieur, recherche, vie étudiante, métropole numérique et innovante, j'espère que j'en ai oublié aucun, de l'Eurométropole de Strasbourg, qui nous avait fait l'honneur aussi de présenter et d'introduire un peu un mot de bienvenue lors du kick-off meeting de la création de la chaire il y a 3 ans. On était en novembre 2020, c'était en ligne, en plein Covid, mais vous nous aviez déjà fait l'honneur d'être parmi nous, de dire quelques mots de bienvenue. Donc, euh, 3 ans après, nous sommes dans les premiers bilans. Voilà. Et je vous passe la parole pour que vous puissiez nous souhaiter la bienvenue. Parler d'honneur, écoutez, ça l'est également pour moi d'être invité ici. Un honneur puis un plaisir, je ne vous le cache pas. Donc, je suis effectivement, je suis conseillère de Strasbourg et vice-présidente de l'Eurométropole en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et je trouve toujours que je suis assez peu amenée à m'exprimer sur l'innovation, d'autant que dans cette question des chaires industrielles, ça a une place, et aujourd'hui on va parler beaucoup effectivement de l'innovation dans cette chaire industrielle. Lorsque je vois le mot industriel, je dois le dire également, je suis originaire d'une vallée sidérurgique, la vallée de la Fench, donc là encore, la question industrielle me tient à cœur. Voilà toutes les raisons pour lesquelles je suis très heureuse d'être ici. Et puis, évidemment, c'est pour parler d'intelligence artificielle. Cette semaine, c'est vraiment la semaine de l'IA à Strasbourg. J'ai accueilli plus de 300 participants de la plateforme de la PFIA, donc la plateforme intelligence artificielle. C'était avant-hier, je crois, à l'hôtel de ville de Strasbourg. Donc, c'était déjà commencé la semaine sous les meilleurs augures. Et donc, aujourd'hui, de vous rejoindre, ça marque vraiment le fait que Strasbourg est déjà capitale du marché de Noël, capitale de l'Europe, enfin, vous le savez. En plus, moi, à partir de maintenant, je dis que c'est également la capitale de l'intelligence artificielle. D'autant que, excusez du peu, le 14 juin dernier, le Parlement européen a acté la loi, le principe de la loi IA. Et cette IA Act, maintenant, va se construire autour du triptyque de discussion européen. Donc, je pense effectivement que mon argumentaire est complet et que Strasbourg est déjà la capitale de l'IA. Alors, malgré ce caractère de capitale, étant donné que je suis effectivement chargée du numérique, on me pose beaucoup la question. On me dit, mais est-ce qu'il faut avoir peur du numérique? Alors, je ne suis pas une très bonne marchande est-ce qu'il faut avoir peur du numérique et là-dessus, est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle? On me demande aussi parfois s'il faut avoir peur du numérique. Et comme je ne suis pas une très bonne marchande de peur, parce que j'estime que lorsqu'on a peur, on arrête de réfléchir, c'est un petit peu le problème, je suis non seulement extrêmement rassurante, mais extrêmement enthousiaste en réalité sur les perspectives de l'intelligence artificielle. La première chose, c'est que je rappelle aux gens que ça ne date pas d'hier. Et la deuxième chose, c'est que je rappelle quand même les perspectives qui sont absolument incroyables et sur lesquelles, notamment, vous toutes et tous travaillez ici. Alors, le premier point, c'est qu'effectivement, ça ne date pas d'hier et que c'est intéressant de remarquer quand c'était Alan Turing, le premier à parler en 1950 de la notion d'intelligence des machines, une traduction bien française, hein, intelligence des machines, et que dès 1957, celui qui allait devenir prix Nobel d'économie, Herbert Simon, promettait que l'IA allait battre aux échecs des humains dans une dizaine d'années. C'était en 78, il a fallu finalement attendre 30 ans pour que la machine gagne. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 30 ans? C'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment de données et d'investissements. Et que voilà, l'intelligence artificielle est ainsi faite qu'il faut une masse de données absolument pléthorique, finalement qui n'existait pas encore de fait dans les années 50, et puis aussi un investissement, puisque la puissance de calcul est fondamentale et que oui, c'est synonyme d'investissement. Donc il faut absolument investir. Donc on parle quand même d'une époque
qui est antérieur à l'Apple 1, parce que, là encore, hein, dans le grand public, parfois on confond les marques et l'innovation. Et je me plais à rappeler souvent que finalement, Apple est né grâce à Hewlett-Packard, puisque si Steve Wozniak n'avait pas été chez HP à l'époque, il n'avait pas eu l'autorisation de son employeur de bidouiller, eh bien, Apple ne serait jamais né. Voilà. Et donc, l'histoire de l'IA, finalement, c'est l'histoire d'un seuil de maturité, d'un volume de données et d'un investissement fort. Un investissement fort, il est absolument nécessaire parce qu'effectivement, les perspectives sont, j'allais dire, infinies et je crois, en tout cas, c'est ma conviction, après je peux me tromper, hein, mais je pense vraiment qu'on est au seuil d'un bouleversement quasi civilisationnel. Parce que les perspectives de l'IA, alors évidemment, on pourrait parler des thématiques, on pourrait parler ça va de l'énergie au changement climatique, comme le changement climatique, il y a effectivement une question météorologique à l'intérieur, des questions. Toutes les questions qui animent en réalité notre monde vont être impactées par l'intelligence artificielle. Il y en a une en particulier, c'est la question du travail. Puisque voilà, vous avez des applications industrielles peut-être différentes, mais en tout cas, la question du travail est au centre de la question industrielle. Et il est vrai que j'ai des discussions récemment avec des chefs d'entreprise qui me disaient mais maintenant, de toute manière, avec ChatGPT, les CV, les lettres de motivation, ça ne veut plus rien dire, on ne sait pas qui est ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai tendance à penser que, vu la standardisation de toute manière de ce genre de documents, il va peut-être falloir accepter qu'en effet, c'est automatisé. Le traitement automatisé de données, ça ne date pas d'hier, mais encore, et qu'on va, on va devoir passer en fait à une relation un peu différente aux candidates et aux candidats. Et puis, il y a déjà des gens qui l'ont compris et qui font des entretiens et des recrutements différemment. Je sais que certains de vos groupes le font. Donc, il y a une question d'adaptation plutôt qu'une question de repli. Mais surtout, quand on parle d'IA, on parle beaucoup d'IA générative. Et c'est vrai que dans la question de la création, sur la question des droits d'auteur, sur la question de la rémunération de la création, sur la question aussi, enfin, voilà, le droit d'auteur, c'est vaste, hein, c'est pas que dans le secteur culturel, vous savez bien, sur le logiciel notamment, il y a le droit d'auteur. Donc, la question d'IA générative pose la question du rapport au travail et la rémunération du travail. Et donc, ça, je crois que vraiment, là, on est au seuil d'un bouleversement extrêmement important. Et c'est je refais une boucle sur la question d'Europe, et c'est un des points qui va être abordé par ce travail de l'IA Act, c'est-à-dire la transparence, l'éthique, mais aussi le rapport au travail, et comment est-ce qu'on peut se projeter non seulement sur les technologies, sur les développements et les investissements que cette technologie demande, mais aussi sur le rapport de l'humain à la technologie. Et ça, le rapport du droit, des sciences, des techniques et des humanités numériques, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai peut-être été un peu longue. Je m'en excuse pour les orateurs suivants à qui j'ai probablement pris un petit peu de temps. Mais lorsqu'on m'invite sur un sujet qui me passionne, voilà le résultat. En tout cas, merci de votre implication, de vos implications, et je vous souhaite beaucoup de plaisir à vos travaux. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Alors, je vais laisser la parole à Romuald Bonnet, notre directeur de l'INSA Strasbourg, en profitant, avant de lui donner la parole, de le remercier, parce que je pense que si je n'avais pas eu ce soutien-là de la part de l'école, on n'en serait pas là aujourd'hui, on ne serait pas réunis aujourd'hui. Et j'ai eu un soutien sans faille de tous les directeurs qui se sont succédés à l'INSA Strasbourg depuis la création des activités en lien avec l'IA et l'innovation. Voilà. Merci. Peut-être pour rebondir sur le dernier propos, tous les directeurs sont assis sur les épaules de leurs prédécesseurs, pour reprendre une formule qu'on connaît bien. Bon, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous accueillir. Alors certains d'entre vous, c'est la troisième fois que je les accueille. Caroline, en tant que chercheur IA, m'a impressionné par sa connaissance de l'historique de l'IA. Et je vais peut-être partir de cela. Certains d'entre vous savent peut-être qu'il y a eu ce que certains ont qualifié un hiver de l'IA en 89, puisqu'il y avait eu des démonstrations très théoriques qui disaient que les outils qu'on utilisait à l'époque ne pourraient pas faire certaines choses. Et puis, il y a eu un breakthrough en 89, alors en même temps par un Français et par un Américain, de manière totalement indépendante, hein, Lequin et puis Rosenblatt, je crois, et qui a relancé les choses. Et donc,
en janvier 95, je commençais une thèse en IA sur les réseaux de neurones. Et on s'amusait vraiment bien, on allait bidouiller les algorithmes. Et on était vraiment, on commençait à parler de deep learning, on voyait les limites quand on mettait beaucoup de couches de réseaux de neurones. Enfin voilà. Bon, après, j'ai mal tourné. Je suis devenu chef d'établissement, donc j'en ai fait beaucoup moins. Bon, certains collègues, quand je suis arrivé à Strasbourg, cherchaient un encadrant de thèse et se sont souvenus de cela, ce qui fait qu'aujourd'hui, je refais un peu d'IA dans un autre domaine que la chaire, hein, sur la gestion de batteries intelligentes, mais c'est vraiment un plaisir. Et donc, pendant que je travaillais sur l'IA dans ma thèse, on allait voir des entreprises pour leur expliquer qu'on avait quand même des résultats intéressants. Je faisais de la prévision de séries temporelles. Et on arrivait, dans certaines conditions, à faire de la prévision intéressante dans différents domaines. Et on nous répondait toujours la même chose. Ah oui, mais votre truc, là, on ne sait pas bien ce que c'est. Il peut y avoir des résultats différents quand vous l'appliquez. Bah oui, entre deux apprentissages, pour ceux qui connaissent. Nous, on préfère miser sur les choses qu'on connaît bien, et on nous ressortait les deux experts de statistiques qui existaient en France, Gourriero, Montfort, qui avaient fait des bouquins. Ça, c'est du solide. Et donc, à cette époque-là, je crois que j'aurais, même dans mes rêves les plus fous, jamais imaginé de rencontrer dans une même salle des entreprises aussi diverses que les vôtres, qui travaillent sur le sommeil, sur les presses à injection, sur la fabrication d'acier. Ça peut paraître très simple, l'acier, mais il y a des aciers très techniques, évidemment. Sur le luxe, Baccarat, Chanel. Sur l'énergie, car en fait, on travaille aussi sur les batteries. Lié à l'automobile, lié à la biomède, lié au bâtiment, et que toutes ces entreprises-là seraient rassemblées pour parler d'IA, et d'IA à un niveau assez inédit. Parce que l'IA pour faire du contrôle non destructif, analyser des images, l'IA pour faire de la prévision, mais l'IA pour donner une colonne vertébrale et outiller la R&D des entreprises. Et là, on en discutait tout à l'heure sur le pas de la porte, c'est quand même un peu moins commun, on va dire ça comme ça. Ça nous est envié. Il n'y a pas 10 labos dans le monde qui travaillent sur le sujet, et il paraît qu'ils seront là demain ou après-demain. Voilà. Et donc vraiment, c'est un grand bonheur de voir cette application qui diffuse, et cette application qui se positionne dans l'entreprise et dans la R&D de l'entreprise au plus haut, dans un monde qui est de plus en plus compétitif. C'est vraiment pour moi quelque chose d'extraordinaire. Et je tenais vraiment à vous le dire. Évidemment, Pauline l'a rappelé, les sujets sociétaux sur l'IA, évidemment, on ne perçoit sans doute pas l'IA de la même façon si on est citoyen chinois ou citoyen français, par exemple. Mais comme tout outil, l'IA est ce qu'on en fait. L'éthique, on ne va pas l'injecter dans l'IA. L'éthique, c'est la nôtre, c'est l'éthique des êtres humains. Et donc, il y a une inquiétude, mais comme souvent pour les outils, plutôt pour inquiétude à ceux qui vont les manipuler, voilà, pour dire les choses. On pourrait faire des parallèles avec le nucléaire qui fait le pire, mais dans la décarbonation peut faire le meilleur. On pourrait faire un certain nombre de parallèles. Et donc, je ne vais pas être plus long que ça, parce que finalement, partager son bonheur et le dire, c'est déjà suffisant pour travailler ensemble. Je voudrais néanmoins remercier, bien évidemment, la région qui nous accueille, l'Eurométropole, et moi, j'ai vraiment adoré la fin du titre de la fonction métropole numérique et innovante. Et je peux dire qu'à l'INSA, par l'appui de l'Eurométropole, eh bien, on le vérifie très régulièrement. Et donc, j'en profite aussi pour remercier l'Eurométropole. Et puis, eh bien, vous souhaitez de très bons travaux et vous souhaitez de faire avancer ce sujet original et puissant pour vous et pour nous, qu'est la chaire Ayarn. Merci beaucoup, Monsieur Bonnet. On reste dans le numérique et on reste dans la transformation numérique avec Guillaume Jörger. Alors, je vais le dire en anglais puisque le titre, je l'ai trouvé en anglais, Head of Digital Grand Est Transformation, GET, hein,
qui va s'exprimer non seulement au nom de Grand Innov, mais peut-être aussi un peu au nom de la région Grand Est. Merci Denis, merci à tous. Oui, alors en effet, alors, oui, le nom en anglais, ça, même moi, on ne me l'avait jamais dit, c'est pas mal. Mais oui, donc c'est responsable de Grand Est Transformation Numérique au sein de Grand Innov Plus, donc l'agence d'innovation et de prospection internationale de la région Grand Est. Donc en effet, alors, je ne vais pas représenter, disons, la région, par contre, je vais bien m'atteler à vous présenter aussi certains des dispositifs autour de l'intelligence artificielle qui nous rassemble aujourd'hui de la région Grand Est, et aussi des communautés qui sont en train d'être mises en place autour du numérique chez Grand Innov Plus. Donc, je voulais encore une fois vous remercier déjà tous d'être ici, dans cette belle salle, en effet, de la région, et aussi aux deux intervenants d'avant. Ça me fait aussi plaisir d'être avec des gens justement qui ont ces connaissances dans l'intelligence artificielle et dans le monde du numérique, étant aussi un ancien docteur, alors plutôt en traitement du signal, et qui maintenant va aussi passer du côté institutionnel et d'accompagnement des entreprises. Mais c'est vrai que c'est un bonheur de voir ce genre d'initiative, de pouvoir partager avec des personnes qui viennent justement de ce monde aussi académique et ensuite applicatif et enfin industriel. C'est, je pense, vraiment ce qui fait aussi rayonner la région Grand Est. Et c'est des moments comme ça qui sont vraiment des vecteurs et que j'espère qu'on pourra en avoir de plus en plus et les créer sur différents sujets, comme par exemple celui qui nous rassemble aujourd'hui. Donc c'est vraiment cette histoire cet enjeu de faire rayonner la région Grand Est au travers de ces travaux académiques et industriels. Et c'est donc une des actions donc ce qu'on appelle le JET, le Grand Est Transformation. Et alors juste pour remettre un petit peu de contexte et d'où est-ce que c'est venu, donc c'est à la suite du premier confinement et de la mise en place donc d'une politique plutôt de sauvegarde et de relance des entreprises, qu'ensuite en fin 2021, il a été trouvé qu'il fallait mettre à jour cette politique pour plus seulement sauvegarder, mais en fin de compte relancer et transformer les entreprises de la région Grand Est. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a mis à jour cette politique qui s'appelle le BAGE, le Business Act Grand Est, et qui a vraiment permis d'accélérer et de structurer la transformation des entreprises autour de 4 moteurs, donc le numérique, l'industrie, l'environnement et la santé. Et donc, c'est à ce moment-là qu'a été créé donc, ce Business Act qui a été fondé autour de 2 piliers. Donc, le premier, c'est celui qui est donc justement suivi par la région Grand Est, qui a été la mise en place de parcours de transformation qui vise à accompagner donc, les entreprises dans leurs projets de transformation, mais maintenant avec un suivi vraiment dans le temps, du diagnostic des besoins jusqu'à la mise en œuvre de ces besoins. Et ça a été vraiment un changement un petit peu de paradigme au niveau de la région, maintenant de passer d'un accompagnement à un suivi de bout à bout. Et pour mettre en œuvre ces transformations, il y a donc ce deuxième pilier qui est en fin de compte les offreurs de solutions. C'est ces entreprises qui ont des solutions pour d'autres entreprises, pour des industriels, pour mettre en œuvre ces transformations, qu'elles soient numériques, industrielles, dans la santé ou dans l'environnement. Et c'est à ce moment-là que Grand Innov intervient, dans le sens où on crée et on anime ces communautés d'offreurs de solutions autour de ces différents sujets stratégiques. Et donc, les missions de ces JET au sein donc de la région Grand Est, c'est de structurer et d'animer ces communautés. Ensuite, c'est de quand même aussi de contribuer à la transformation grâce à différentes expertises. Donc, on a vraiment des équipes au sein de Grand Innov qui sont là pour le suivi justement de ces parcours de transformation et aussi la compréhension des besoins des entreprises dans ces environnements qui évoluent si rapidement. Ensuite, on a aussi tout un travail autour des compétences. Donc, on est aussi ici avec la présence de l'INSA. C'est quand même important de rappeler aussi le besoin de détecter les nouveaux talents à venir et les besoins en compétences qui seront dans les entreprises. On parle beaucoup justement de l'IA générative. Quel est le nouveau travail en ce moment à la mode dans la Silicon Valley? C'est Engineer Prompt.
Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est les gens qui écrivent les prompts dans ChatGPT et équivalent pour en fait bien décrire. C'est vraiment l'important, c'est de savoir ce qu'on veut et savoir comment l'écrire et savoir comment faire l'interface avec la machine. Donc, c'est vraiment ces nouveaux métiers qui doivent être détectés et ensuite inclus, bien sûr, dans les formations de nos écoles, de nos universités de la région Grand Est. Et enfin, la dernière mission, c'est celle que j'ai commencé le discours, c'est de faire rayonner la région. Parce qu'en fait, tout ça, si vous le mettez ensemble, vous créez vraiment un environnement d'innovation, un environnement rayonnant et surtout attractif et qui reste compétitif. Donc, voilà un petit peu pour les missions. J'en oublie une, mais qui a été dit avant, c'est le numérique responsable. Parce que c'est bien beau de mettre en place des solutions, il faut aussi quand même garder à chaque fois l'humain et l'environnement au centre des solutions. Et donc au sein des JET, notre but est vraiment de challenger aussi nos offres de solutions sur, oui, ok, vous faites ça, par contre, ça utilise un data center qui est en plein milieu de la Russie et qui chauffe la banquise, on va dire, pour résumer très rapidement. Mais on peut rapidement tomber dans ces automatismes, dans ces facilités, et oublier quand même ce qu'il y a derrière, et oublier un petit peu aussi justement l'impact que ça peut avoir sur l'environnement et sur les humains. Donc, je continue rapidement juste sur la partie Grand Est transformation numérique. Nous avons 7 communautés au sein de ce groupe. Et donc, on a la cybersécurité, on a le cloud, on a des technologies émergentes avec le quantique, par exemple, aussi. Donc, il y a travailler sur des sujets d'actualité, travailler aussi sur les sujets à venir pour garder un petit peu d'avance sur ces sujets-là. Et bien sûr, une des communautés, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, un de nos travaux est aussi de détecter les offres de solutions de la région Grand Est qui offrent des solutions qui utilisent ou qui créent des nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc, aujourd'hui, cette communauté est forte de plus de 75 acteurs, offreurs de solutions, je dirais. Mais il ne faut surtout pas oublier, justement, les acteurs de la formation et les acteurs de la formation et les acteurs académiques, pardon. Et c'est là, aujourd'hui, où vraiment, on a un bel exemple de comment est-ce qu'on fait ce lien entre les offreurs de solutions et les acteurs académiques. On a même au sein de Grand Innov des coordinateurs scientifiques qui ont vraiment ce travail, qui travaillent vraiment proche, de proximité avec les directeurs de laboratoire, avec même les chercheurs, pour vraiment bien comprendre sur quoi ils travaillent, quels sont leurs enjeux et comment est-ce qu'ils peuvent aider à la transformation des entreprises de la région. Donc, c'est à ce moment-là que l'importance des chaires devient vraiment primordiale et permet de créer comme ça des regroupements d'industriels et d'académiques autour de 2 jours. Je trouve ça vraiment impressionnant et comme l'a dit avant le directeur de l'INSAS, ça permet en plus sur des sujets qui sont si variés, c'est quand même quelque chose de très rare et que je ne pense pas qu'on puisse voir sous d'autres formes. Donc, pour terminer, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps, je souhaiterais donc encore une fois remercier aussi Denis Cavalucci et toute son équipe de la chaire pour l'invitation, pour le travail. Et je voudrais aussi remercier les industriels qui sont présents aujourd'hui, sans qui ce ne serait pas possible. Vous êtes aussi les utilisateurs des produits et de ce qui sort de nos laboratoires. Et vous êtes donc aussi des locomotives pour faire rayonner notre territoire. Je vous remercie.